à ce rendez-vous des pros de la location saisonnière, j'ai vraiment senti qu'il y avait une cohésion qui se créait, que le métier était en train vraiment de se professionnaliser et qu'on était en train de tous se mettre ensemble pour faire face et dire que, non, on existe, on est un vrai métier. Et je pense que cette législation qui arrive, cette nouvelle réglementation, elle a pour vocation à rééquilibrer les endroits où justement c'est déséquilibré, pour redonner la main et anticiper les zones où ça pourrait se dérégler. Mais il y a plein de communes en France, et ça, il ne faut pas le retirer, où Airbnb, et on va être plus généraliste, la location saisonnière, la location courte durée, est un petit poumon dans l'activité économique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lauriane et Samy. Salut. Salut à tous les deux. Pour un épisode un petit peu exceptionnel, puisque on fait un épisode à chaud suite au salon, au rendez-vous des pros de la location saisonnière qui avait lieu donc vendredi dernier au Dock de Paris. On fait un petit retour à chaud comme ça sur cet événement qui nous a énormément plu, où on a pu vous rencontrer directement, ce qui était super. Et suite à ce salon, on a eu l'idée d'un épisode pour parler d'un phénomène qu'on a constaté sur place, la professionnalisation du secteur de la location courte durée. C'est un vrai phénomène, on voit que le marché, le secteur est en train de changer. Et ça, c'est super, puisque notre premier épisode, c'était Professionnaliste au Homer. Peut-être une prophétie, comme disait Lauriane en préparant cet épisode tout à l'heure. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Cet épisode, on va le découper en 3 points. On va vous faire un retour sur le salon qu'on a pu vivre et vous parler de cette professionnalisation en cours. On va vous parler également de l'impact des JO et voir pourquoi on constate par rapport aux Jeux Olympiques qui arrivent à Paris là, dans quelques semaines, en quoi la professionnalisation de la location courte durée est essentielle. Et puis on finira sur un sujet un peu d'actu, toujours dans le thème de la professionnalisation, sur l'impact de la réforme du statut fiscal de la location courte durée, et voir que finalement, c'est peut-être pas un problème, et qu'il faut le voir de l'autre côté, voir le verre plutôt à moitié plein, et se dire que ça propose, ce sera vraiment peut-être même un avantage. Donc, on va en parler tous les trois avec Samy et Lauriane. Mais juste avant, je voulais vous rappeler que le site espritbnb.com est en ligne depuis le début du mois de mai. Vous pouvez y retrouver tous les épisodes, mais aussi tous les bons plans qu'on peut vous partager au travers des différents podcasts. On vous invite également à nous laisser une note maximale, comme sur Airbnb, pour booster le podcast. Vous pouvez c'est nous même laisser pas on une vous note. invite, hein. On vous oblige. On vous oblige. Et comme Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand on a une bonne note, c'est comme sur Airbnb, on remonte dans les classements. Et si on remonte dans les classements, on est plus visible, on a toujours de nouveaux auditeurs qui nous rejoignent, et plus on a d'auditeurs, et plus on peut avoir des invités exceptionnels pour nous partager des avantages et des conseils. Et ça, ça vaut de l'or. On a déjà eu des invités d'excellente qualité. Mais et si là, demain, on peut avoir la directrice générale de Booking. Voilà, j'allais pas dire, j'allais laisser la surprise, mais On serait On ne ravis sait de pas l'avoir encore si c'est une surprise. dans le podcast. Donc, laissez-nous les meilleurs avis que vous puissiez faire, 5 étoiles sur Apple Podcast notamment, et puis n'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire. On en a eu plein vendredi dernier sur le salon. Merci à tous ceux qui sont venus pour nous partager les sourires, la bonne humeur. Franchement, ça nous a mis un boost pour continuer à vous produire, à vous proposer des épisodes de qualité. Donc vraiment, merci. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir nous voir directement sur les salons, laissez-nous un commentaire sur les plateformes. Bon, je crois que j'ai tout dit, Samy. Ouais, je pense que c'était pas mal. Mais t'as pas oublié ? Si, j'ai oublié un truc. mieux préparer ces épisodes. Vous pouvez voir un peu la préparation de Maxime. Là, c'est autre chose que la préparation de Samy. J'ai oublié un truc. Où est-ce qu'on retrouve tous les cadeaux que Samy nous propose ? Vous propose dans les salons, dans les épisodes.
Donc du coup, abonnez-vous à la newsletter, c'est en lien en description de l'épisode, de chaque épisode. Vous avez le lien, vous vous inscrivez directement à la newsletter et vous allez recevoir du coup tout ce qu'on peut proposer en fait. Il y a pas mal de choses en fait qu'on propose et vous allez les recevoir gratuitement. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la newsletter du coup de Esprit BNB. Voilà. Et dans la newsletter, vous recevrez également chaque semaine, en étant inscrit à la newsletter, vous recevez chaque semaine une petite synthèse de l'épisode. Si jamais vous n'avez pas le temps de l'écouter, au moins vous avez un petit résumé par mail chaque mardi quand l'épisode paraît. Voilà, bon, sans plus tarder, on va passer au sujet du jour, qui est la professionnalisation sur le secteur de la location courte durée ou de la location saisonnière. Tout dépend comment on analyse le marché. Je vais vous poser la question, Lauriane, Samy. Qu'est-ce que vous avez ressenti sur le salon, le rendez-vous des pros de la location saisonnière, et en quoi vous avez constaté cette professionnalisation? Alors, moi, je peux commencer. Lauriane, commence. Pour une fois, je veux bien commencer. Écoute, moi, j'ai vraiment ressenti. Alors, avant le salon, on a tous un peu cette peur. Qu'est-ce que va devenir la LCD? À quelle sauce on va être mangé? Et donc, on vit tous un petit peu dans la peur. Et finalement, on a l'impression d'être un peu seul dans notre coin. Et finalement, à ce rendez-vous des pros de la location saisonnière, j'ai vraiment senti qu'il y avait une cohésion qui se créait, que le métier était en train vraiment de se professionnaliser et qu'on était en train de tous se mettre ensemble pour faire face et dire que, non, on existe, on est un vrai métier, on n'est pas un particulier qui loue un appartement, mais on est un professionnel. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé et ça m'a redonné confiance, même si tu vois, je faisais quand même mon business, mais ça m'a quand même redonné confiance en me disant, ok, je serai pas seule dans la bataille, on va être à plusieurs, et surtout à montrer qu'on existe comme un syndicat en fait, à un moment donné, peut-être très certainement, et dire voilà, on est là, on existe. S'il y a des lois, il va falloir quand même nous entendre parce qu'on a des choses à dire et à défendre. J'ai beaucoup aimé, ça m'a donné du courage. Je vais rebondir sur ce que tu as dit, du coup, Lauriane. Élise a créé cet événement, du coup, pour montrer qu'on était vraiment des professionnels de la LCD. Et je pense qu'elle a complètement réussi son pari et que c'est un salon qui va, du coup, perdurer. En tout cas, je l'espère. Enfin, on l'espère tous. Et comme tu as dit, un syndicat. Et je pense que la prochaine étape également, c'est du coup d'avoir ce type de syndicat. Je sais qu'il existe aujourd'hui le CLF pour la partie conciergerie Airbnb. Mais je pense qu'il manque également du coup vraiment un syndicat, une fédération qui englobe vraiment le tout. D'ailleurs, Élise, si tu es partante pour le créer, en même temps, on fait ça ensemble. Non, mais vraiment, je pense qu'on a besoin d'être entendu aujourd'hui. Comme elle le disait aussi dans la plénière, c'est que on a l'impression en fait que les loueurs en location courte durée sont un peu des parias en fait. Voilà, on n'aime pas ce qu'on fait, on pique les logements du coup aux habitants du coup des communes, alors que c'est faux, c'est complètement faux. Et il y a des études qui le prouvent en plus. Et aujourd'hui, ce qu'on a pu voir dans le salon, c'est que c'est une profession vraiment qui se professionnalise. C'est plus le petit papy ou la petite mamie du coin qui va faire ça dans son coin. Il y en a toujours et il y en aura toujours. Mais même ces petits papys et cette petite mamie veulent se professionnaliser en fait. C'est ce que je veux dire. Il y a je sais pas combien de startups qui ont été créées avec chacun un outil qui va aider du coup le loueur en location de courte durée à s'améliorer, à déléguer, à automatiser. J'ai été surpris en fait de toutes les startups qui étaient présentes du coup en tant qu'exposants, mais également en tant qu'invités, puisque nous, chez Esprit BNB, on en a vu passer pas mal, des gens qui sont venus nous présenter leurs produits. Il y en a eu beaucoup. Et je voulais également aussi remercier tout le monde qui sont venus nous voir sur le salon, parce que un podcast, on peut pas savoir du coup si ça plaît ou pas. On a quelques retours sur Instagram, mais on peut pas voir si voilà, le contenu vous plaît. Et là, on a été ravis parce qu'en fait, on a eu plein de monde qui sont venus nous voir et nous remercier. Donc, encore merci beaucoup. Voilà. Ouais, merci. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais, Samy, déjà pour remercier toutes les personnes qui sont passées. Mais sur le côté professionnalisation, par rapport aux acteurs qui sont présents, moi, c'est sur ce point-là que j'ai ressenti la professionnalisation du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on voit des solutions, on va parler des solutions techniques qui ne sont plus des solutions bancales, c'est-à-dire des solutions qu'on aurait adaptées d'un autre secteur pour répondre à un besoin de la location courte durée. On voit des entreprises qui se montent, des sociétés qui se créent pour répondre à une problématique en créant une solution spécifique. Et je ne parle pas d'un channel manager, puisque les channel managers, je pense que ça a été les premiers outils qui ont été mis en place en dupliquant le modèle de l'hôtellerie. Et puis, je pense que les premiers managers, ce sont des outils d'hôtellerie qui ont été appliqués et on a essayé de les faire rentrer dans les problématiques de la location courte durée. Aujourd'hui, on voit que ces solutions-là, maintenant, sont beaucoup plus adaptées, mais on le voit avec d'autres solutions, comme la gestion, par exemple, des upsells, où on va avoir des sociétés, des startups qui se montent pour gérer ce point-là, où on va avoir des franchises qui vont se monter pour créer une image forte autour d'une activité de sous-location dans un objectif de rassurer les prospects et d'avoir des process qualité. On va le voir avec des outils pour détecter le bruit excessif dans les logements sans nuire à la vie privée. Ça, ce n'est pas des problématiques hôtelières. Clairement, ce sont des problématiques propres à la location courte durée et on voit qu'en face, on met des solutions en place. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que pour la plupart, voire l'extrême majorité, c'est des solutions françaises, des solutions maison, et de se dire qu'en fait, on a la chance d'avoir des personnes qui innovent pour répondre à un besoin local, qu'on n'est pas obligé d'attendre une start-up qui arrive des États-Unis ou d'un autre pays. En fait, chez nous, on arrive à développer des trucs, et ça, c'est plutôt cool à voir. Et puis, ce qui était aussi extrêmement intéressant à voir sur ce salon, c'est que il m'a semblé, vous me contredites si j'ai tort, mais je trouvais que ce salon était extrêmement jeune. J'en ai fait des salons dans mon ancienne vie, mais une moyenne d'âge plutôt jeune, 30, 35, 40 ans. Ça donne une énergie sur un salon et on voit que l'envie, c'est pas uniquement la rentabilité, c'est d'avoir quelque chose de solide qui tourne. Pour un objectif in fine de maximiser sa rentabilité, hein, l'objectif, il est là, mais de le faire de manière structurée et propre. Et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les plateformes. Les plateformes demandent cette professionnalisation parce que derrière cette professionnalisation, ça leur permet à eux d'assurer une image et d'assurer une qualité qui est vendue dans leur proposition de valeur. Et donc, du coup, je pense que cette professionnalisation va être indispensable sur Airbnb, Booking et les autres. Les seuls qui pourront échapper à la professionnalisation, je pense que c'est ceux qui sont présents sur le Bon Coin et qui continueront à faire de la location à l'ancienne, c'est-à-dire je t'ai au téléphone, je t'envoie ton contrat via courrier, tu le signes chez toi, tu me renvoies avec ton chèque de caution. Voilà. Mais même ça, déjà, un process. Mais le Bon Coin est une très bonne plateforme. Hein. Pardon ? Pour les pros, ouais. Le Bon Coin est une très bonne plateforme pour la location de courte durée. Hein. Oui. Essentiellement les pros, je trouve. Après, peut-être pas toi dans ton secteur, mais je trouve que pour avoir une clientèle professionnelle, c'est pas mal. Donc du coup, voilà, sur ce petit retour à chaud du salon de la location saisonnière, du rendez-vous des pros de la location saisonnière, c'est vraiment cette tendance qui ressort de la professionnalisation avec notamment par la volonté des propriétaires et enfin des exploitants d'avoir des process plus carrés, mais aussi de voir tous les fournisseurs, tous les services qui vont autour qui se professionnalisent aussi. On n'a pas que les conciergeries, on a aussi tous ceux qui vont fournir des outils pour participer à cette professionnalisation. Alors, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, on a eu la chance d'avoir la directrice générale de Booking qui a fait l'ouverture de ce rendez-vous des pros. Et vraiment, on voit Booking, ils sont spécialisés dans l'hôtellerie. Et là, elle nous a présenté avec Samy, on était mais comme des fous parce qu'ils ont présenté plein d'outils pour les loueurs en courte durée. Je pense qu'ils se sont vraiment rendus compte que on commence à peser dans le jeu, qu'on commence à être plusieurs et qu'on se professionnalise et que donc, eux aussi doivent adapter leurs outils
notamment proposer la fameuse option pour l'accueil des animaux. Il y avait quoi? Enfin, il y avait les Les literies familles, pour les bébés, les familles. voilà, avec ah mince. Mais le lit, les chaises hautes et tout ça, enfin, tu avais pas mal de choses à rajouter. Tu avais aussi l'IA. En fait, Booking a proposé plein de nouveautés, pour les loueurs en courte durée, qu'il y avait pas avant et vraiment, ça participe, comme tu disais Maxime, à cette professionnalisation et au fait que des acteurs qui étaient là pour l'hôtellerie, finalement s'adaptent maintenant à notre domaine et ça, c'est cool. Oui, Ouais, c'est clair. c'est quand même un grand indicateur de se dire, moi, dans mon offre hôtelière, je suis en capacité, enfin, j'ai la volonté d'intégrer l'offre de la location courte durée. C'est aussi se dire, OK, les standards en location courte durée sont arrivés assez haut maintenant pour pouvoir les mettre en concurrence directe avec des hôtels. C'est-à-dire que ça ne fait pas baisser l'image de ma plateforme. Non, il y avait à la sortie des chiffres, hein, qu'on a partagé d'ailleurs sur Instagram, à la sortie des chiffres, je m'en souviens plus, mais c'était énorme. Et de toute façon, si Booking clairement développe autant d'outils pour pouvoir du coup répondre aux propriétaires de location de courte durée, c'est qu'ils ont fait leur étude de marché et qu'il y a un énorme potentiel, clairement. Par rapport aux hôtels, hein, il y avait la location courte durée avait pris une part de marché vraiment énorme, hein, en France. Je sais pas si elle parlait pas de 20 ou 25% de souvenirs, mais Je c'était crois vraiment que c'est beaucoup, hein. ça, ouais, au moins un tiers, ouais. Hmm. Ça va me permettre d'enchaîner sur le point numéro 2 qu'on allait aborder sur les JO. C'est pas parce qu'il y a une augmentation drastique, parce que 25% c'est une belle augmentation, que tout est permis et que c'est la ruée vers l'or. Et donc ça me permet d'enchaîner sur les JO parce que les JO ont été perçus comme une opportunité de cash incroyable, notamment pour les propriétaires parisiens qui se sont dit tiens, je vais louer une chambre, je vais louer un appartement, quitte à partir pendant les JO pour pouvoir faire un maximum d'argent. Et on voit bien là que sans professionnalisation, eh ben, on a des résultats, mais Médiocre. c'est médiocre. Voilà, on le voit en ce moment dans la presse, les propriétaires qui se plaignent d'avoir eu. Alors ils disent pas qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ils disent qu'ils ont été déçus, qu'ils s'attendaient à mieux et choses comme ça. Mais si vous aviez suivi un peu, fait des recherches sur ce qui se pratiquait, il y a déjà de l'historique sur les marchés, sur des marchés sportifs ponctuels comme celui-ci. C'est-à-dire que la location courte durée, c'est un marché qui est relativement naissant. Si on prend par rapport à l'hôtellerie qui va avoir quasiment 100 ans, voire 200 ans d'historique, même si on ne peut pas comparer l'hôtellerie d'aujourd'hui et celle même d'avant-guerre, mais c'est un métier qui existe depuis longtemps, aubergiste, proposer de l'hébergement professionnalisé. Tandis que la location courte durée avec juste proposer un appartement, une chambre, chose comme ça, c'est quand même relativement récent et on a peu d'historique. Par contre, pour les JO, il y avait déjà de l'historique, on avait déjà eu des cas, que ce soit des événements sportifs très ponctuels comme une finale de Ligue des Champions ou même les JO de Londres de 2012. Mais déjà l'année dernière, AirDNA avertissait en disant faites attention, ça ne sert à rien d'augmenter trop ces tarifs parce que sur une période ponctuelle, même si les JO durent un mois, des prix trop élevés vont aller à l'encontre du niveau de réservation. Et en fait, ce phénomène avait déjà été constaté à plusieurs reprises, notamment aux 24 heures du Mans, qui s'étalent sur une semaine chaque année, donc au Mans, et où j'aime bien enfoncer les portes ouvertes, Samy me fait des grands yeux. C'est constaté sur cette période-là, sur plusieurs années, que les propriétaires qui mettent des prix extrêmement élevés, finalement, ne louent pas. Et donc, c'est ce qui a été constaté à Paris, et avec en plus une massification du nombre de logements disponibles à des tarifs beaucoup trop élevés, qui, je pense, ont même pu être rédhibitoires pour ceux qui auraient voulu venir et qui ont dit finalement, je ne prends même pas mes billets pour venir. Moi, je veux rebondir sur quelque chose. Effectivement, sur ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup trop de logements. Et ce que je comprends pas, c'est que la mairie a accordé aussi toutes ces autorisations. Parce que finalement, je vois que dans toutes les grandes villes, ils serrent la vis en permanence, tu n'as pas le droit. Alors oui, on a peur pour les JO. Effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup plus de logements. Mais à un moment donné, tu dis pas oui à tout le monde, clairement.
Bah, Je sais après, ils pas. sont dans leurs 120 jours, Ouais. donc Ouais. Non, Ouais, mais oui. C'est compliqué aussi. Mais est-ce qu'ils sont tous dans leurs 120 jours ou est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont lancés pour faire plus, tu vois? Tu sais pas avec les numéros que tu donnes, en fait. Et Élise a rappelé un chiffre du coup par rapport du coup à cette plénière et elle en parlait. Elle disait qu'en fait les taux d'occupation pour les JO cet été étaient de à peu près, je crois, 28 ou 29%, et que du coup c'était pire que l'année dernière. Alors du coup, bien sûr, il y a une offre plus importante, mais bon, ça montre bien que du coup il va Après, y on a avoir peut-être ce beaucoup de soucis, quoi. côté-là où les gens attendent le dernier moment. Je sais plus, je l'ai entendu pendant le salon, je sais plus qui nous l'a dit, peut-être un de nos visiteurs très certainement, parce qu'on a vu tellement de monde, mais qui disait: «Mais souvent tu attends, certains ne réservent pas leur place tout de suite parce que ça dépend des résultats aussi», tu vois? Oui, Mm. ouais, c'est ça. Après, ils ont constaté aussi que tu avais un nombre de réservations des places. A priori, c'est ça. T'as pas tant de clientèle internationale qui viendrait pour les JO. Donc, du coup, bah, toi, tu es français, tu connais un peu la région, tu te dis, bah, tu as vu les tarifs parisiens, bah, je vais peut-être aller dormir, je sais pas, du côté de Tours parce que c'est à 1 heure de train, ou rester en fait à 1 heure de transport de Paris, mais pas rester à Paris parce que les prix sont trop élevés et que du coup, bah, prendre ta voiture pour aller dormir ailleurs, c'est finalement peut-être pas un mauvais plan. Alors Ouais. après, à voir pour eux, vous êtes rentrés vendredi soir, moi je suis, donc au salon et moi je suis encore restée samedi parce que j'avais des choses à faire sur Paris. Je suis pas sûre que Paris soit prête pour les jeux olympiques et c'est un sacré bordel. Les C'est métros, ils te ça, disent ouais. non mais tu dans le métro, ils te disent du 17 juin au 21 septembre, hem plein de pas des lignes, mais des arrêts de métro vont être bloqués, tu as les bus, tu si enfin, il y a plein de choses qui ne fonctionneront plus. Moi, je trouvais que c'était déjà le bordel là, à mon avis, pendant la période des JO. Donc, même si tu es français, te dire c'est un pari de se dire: «Je vais dormir à 1 heure de Hmm. Paris et je viendrai, Ouais. à ce moment-là». Je pense que ça va être compliqué, hein. Donc Ouais, je sais pas peut-être que comment ça quand va se même passer, ceux qui pourront j'avoue, hein. sortir leur épingle du jeu, c'est peut-être quand même ceux qui auront des apparts encore proches et qui seront loués, au dernier moment. Hmm. Ouais. Mais toujours parce qu'on parlait de professionnalisation, c'est regarder les prix du marché. Ne pas se mettre, s'il y a un hôtel qui est à côté propose des prix, ça sert à rien de se mettre au double en se disant de toute façon, il faut bien, il y aura des gens qui vont réserver à la dernière minute. Il y a un moment, des fois, il faut peut-être aussi jouer la Mmh. sécurité. Je sais pas, vous êtes exploitant, vous seriez dans cette situation. Bon, vu la tendance, il reste 3 semaines avant les JO, est-ce que je fais tapis en gardant des prix élevés ou est-ce que j'essaye quand même de jouer la sécu et bah, de baisser mes tarifs tout en ayant une rentabilité, je pense, qui serait quand même boostée par les JO, mais pas aussi grosse que celle qui serait proposée. Moi, je jouerais la sécu. 3 semaines avant, je jouerais la sécurité, alors pas revenir à des prix, normaux, mais effectivement, comme tu as dit, je regarderais ce que proposent les hôtels autour Ouais. parce que, là, pour les JO, c'est pas comme quand tu programmes des vacances, tu dis: «Tiens, je pars en famille, je préfère avoir un appartement, de la place, que mes enfants, ils aient plus de place», parce que dans une chambre d'hôtel, quand on a des enfants, c'est compliqué, peu importe. Là, tu dis: «Je veux venir exprès pour les JO», limite, peu importe où je vais dormir, tant que c'est propre, c'est bien, et que ça me coûte pas une blinde. Enfin, Mm. c'est comme ça que je le verrais et donc j'étudierais plutôt comme ça, en fait, mon offre. À moins Ap qu'évidemment, tu aies une LCD hyper atypique avec plein de choses, tu vois? Mais à Paris, c'est plus compliqué d'avoir, du super atypique, quoi. C'est ça, après tu as différentes stratégies, hein. C'est soit tu te mets cher, avant et bah, du coup si tu loues pas, bah, en fait, tu réduis tes prix. Ou alors tu attends au dernier moment pour ouvrir ton logement, tu le limite, tu le bloques pour les JO et tu l'ouvres, vraiment au dernier moment et les personnes qui n'ont pas du coup de réservation alors si ton logement est bien, hein, enfin voilà. Ce qui Mm. va rester sûrement que les logements, on va dire, Plus, Heu, plus. petit budget, non, non, au contraire, petit Ah oui. budget, ils se louent pas pour moi, hein. Parce ils vont avoir mis des prix délirants pour un 12 carrés avec un seul lit à l'intérieur et même pas de douche, par exemple. Voilà, je sais pas, mais bon, pour Paris, c'est ça. Donc moi, j'aurais, du coup, si j'ai un logement qui vaut le coup, je l'ouvre au dernier moment, et donc du coup, bah, je serai le seul de ce standing-là à avoir ce logement-là sur Paris. Et là, je pense que tu peux aller chercher des prix plus élevés. Mm. Oui, de toute façon, après, il faut quand Mais c'est un même. pari. Ce qu'il faut, on ne dit pas qu'il ne faut pas profiter de la hausse de la demande, enfin, qui n'a pas l'air de venir, mais du fait qu'il y ait les JO pour ne pas augmenter ses prix. Ce qu'il faut, c'est quand même rester raisonnable et quand même se dire qu'on s'attaque à une cible
et proposer un T3 à 400 € la nuit, c'est peut-être intéressant. Effectivement, mais si la personne, enfin, si on a 2 couples qui viennent pour une semaine, ça fait plus de 2000 € la semaine. Pour en plus après avoir le budget JO, donc avec les différents billets, avec les différents transports, avec tous les frais annexes, finalement, eh ben, la cible qu'on a, elle est peut-être pas si grande que ça. Des gens qui ont 5000 balles de budget pour une semaine, il n'y en a peut-être pas tant que ça, hein, pour venir voir du sport. Et après aussi autre chose, je pense que du coup on aura beaucoup d'étrangers, enfin logiquement on aura beaucoup d'étrangers et je pense que ce qu'ont fait les propriétaires du dimanche entre guillemets, c'est qu'ils ont mis leur logement sur Airbnb et même pas Booking, Airbnb. Et les étrangers ne louent pas via ces plateformes-là. C'est les Chinois, je crois que c'est Agoda, un truc comme ça. Et les Américains, c'est Abritel. Tu n'es même pas obligé d'aller très loin. Tu me disais les Espagnols, et je le vois maintenant Voilà. dans mon secteur, c'est essentiellement Booking. Moi, j'ai des Allemands. Les Allemands, c'est quasiment que Booking. Voilà. Donc, et je pense que du coup aussi, c'est pour ça que Airbnb a beaucoup, beaucoup trop de logements pour les JO. C'est parce qu'en fait, tout le monde s'est mis là-dessus et en fait, il n'y a pas forcément la cible pour, je pense. Parce qu'en fait, oui, Airbnb, c'est également étranger, mais il y a beaucoup de Français dessus. Oui, après Airbnb, il faut quand même savoir, et on le répète, hein, le deuxième marché, c'est la France. Donc nous, on a une vraie, comment dire, on associe la location courte durée à Airbnb. D'ailleurs, la plupart des gens vont dire, tu fais du Airbnb pour dire tu fais de la location courte durée. Sauf que ça, c'est une vision française. Si partout en Europe, Airbnb, c'est pas la référence. Aux États-Unis, peut-être un peu plus. Je pourrais pas dire, j'ai pas regardé parce que le premier marché d'Airbnb, ça reste quand même les États-Unis. Mais je pourrais pas dire si c'est l'acteur de référence quand on veut prendre un hébergement. Et on le dit souvent, hein, Booking, c'est parce qu'il y a les hôtels aussi que c'est intéressant. Et donc sur une seule plateforme, le voyageur, il va avoir en face à face les hôtels et les locations courte durée. Il va pouvoir comparer les deux. Et alors, c'est là où c'est un avantage parce que vous allez pouvoir vous mettre au même rang, mais c'est aussi un inconvénient parce que si vous proposez des tarifs délirants par rapport à un service hôtelier et qu'en plus vous proposez rien de plus, bah alors là, tout de suite, vous êtes striké. Hein. Et en plus, on peut mettre on peut caper les prix à la nuitée, bah vous êtes même pas visible. D'ailleurs, c'est une question que je me pose. J'ai entendu une personne, du coup, pour le citer, hein, Sébastien Moret, qui disait que Booking, en fait, les gens venaient à la base pour rechercher un hôtel et ils tombaient après sur un logement et du coup, ils se disent pourquoi pas. Est-ce que, du coup, j'aimerais bien savoir leurs chiffres, du coup, par rapport à ça, Booking, si la DG vient dans le podcast et du coup, on lui posera la question. C'est est-ce que vraiment la cible, enfin, les gens qui viennent réserver sur Booking viennent dans un premier temps chercher un hôtel ou alors ils viennent chercher vraiment un appartement? Ce serait intéressant de savoir. Parce que moi, je suis pas sûr en fait qu'ils viennent chercher un hôtel. Je pense qu'il y a les deux. Je sais pas. Il y a peut-être du report, mais alors faudrait à quel niveau. Et puis il y a aussi, tu vois, une question qui me vient à la suite de ta réflexion, c'est est-ce que quelqu'un qui viendrait pour un hôtel et qui prendrait une location courte durée sur Booking n'a pas une attente spécifique, presque ne risque pas d'être déçu, de se dire tiens, j'ai réservé un hôtel et puis d'arriver dans une location courte durée et dire en fait non, j'ai pas fait le bon choix. Je m'attendais à un service, à pouvoir prendre mon petit déj, à pouvoir prendre tout ça et en fait j'ai pas ça. Ça en fait c'était au début que je faisais de la location courte durée 2016. Ça je l'avais. Je m'étais mis direct sur Booking moi. Et ça je l'avais. Ah bon, c'est pas un hôtel, c'est pas un appart hôtel, du coup il y a pas de petit déj. Ça je l'ai eu. Voilà. Mais depuis à peu près 2 ans, moi j'ai commencé en 2022. Ouais. J'ai plus le souci. Maintenant les gens savent qu'ils ont réservé un logement, que il y aura pas le petit déj. On met des capsules de café bien sûr, mais c'est un appartement et j'ai plus le souci. Ah, je pensais que c'était un hôtel. Qu'avant je l'avais. Je pense que du coup avec toutes les innovations que Booking a fait jusqu'à là, du coup les gens sont mieux informés de ce qu'ils réservent et avec aussi. Hein. Tu peux filtrer, tu peux enlever les locations. Ouais, voilà. Et tout ce qui va arriver aussi bientôt là avec l'IA, parce que Booking met de l'IA en place, etc. pour pouvoir du coup, enfin c'est vachement bien ce qu'ils vont faire. Et ben du coup ça va être encore mieux.
Bref, on fait pas de la pub pour Booking, mais vous avez compris qu'on aimerait bien que la DG France vienne sur le- Non, on fait pas de pub pour C'est même plus Booking. un appel du pied, là. C'est mais- Non, tout simplement, on fait pas la pub pour Booking. On voit, moi j'ai quelques apparts qui sont que sur Airbnb parce que j'ai les propriétaires qui veulent pas que les appartements soient sur Booking parce qu'ils ont peur pour une histoire d'assurance et tout ça avec AirCover. Et je vois que Airbnb, qui fonctionnait extrêmement bien, perd des parts de marché. Et alors c'est pas mes apparts, mais je les passerais. Moi, ça aurait été les miens, je les aurais passés direct sur Booking, tu vois. Et là, je vois que je rame un peu plus sur Airbnb. Et quand tu regardes dans ce secteur-là, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles annonces sur Airbnb, quoi. Donc, Mais Airbnb, et c'est là aussi où ça rejoint le sujet du jour, c'est que la professionnalisation du secteur passe aussi par l'utilisation d'outils qui peuvent être plus complexes. Et Airbnb étant très ergonomique, très simple d'utilisation, en fait, il y a finalement peu de barrières pour aller mettre un logement en ligne, une annonce en ligne. Et d'ailleurs, je pense que le phénomène des JO est un peu corrélé à tout ça. C'est de se dire, tiens, je vais faire un test, je vais mettre mon logement, je vais mettre mon appartement sur Airbnb. C'est facile, je vais le mettre et puis s'il est loué, je partirai, et puis s'il n'est pas loué, tant pis. Et on crée de la presque une fausse concurrence, une petite concurrence un peu déloyale par rapport à ce que j'allais dire. Ce qui est marrant en fait, c'est que du coup, les hôtels disaient que nous on était des concurrents déloyaux, voilà. Et maintenant, je trouve que du coup, les professionnels de la location courte durée trouvent qu'il y a de la concurrence déloyale également avec ceux qui font ça de manière pas professionnelle, entre guillemets. Mais de toute façon, ce sera toujours le cas et on peut faire un parallèle avec les entreprises et tout ce qui va être freelance. Ceux qui sont en freelance et qui ont très peu de charges sont considérés comme une concurrence déloyale par rapport aux entreprises qui vont avoir des charges de structure, des loyers. Rien que la TVA, la TVA, choses comme ça. Oui, rien que la TVA. Bon, bref, on va pas faire un sujet là-dessus parce que je sais que ça donne des boutons. Ah, dommage. Écoutez l'épisode de la semaine dernière, vous aurez plein d'infos sur la TVA aux alentours de l'heure et demie, l'heure 3/4 de conversation pour ceux qui auront réussi à aller jusque-là. Bon, et puis on va enchaîner sur notre troisième point qu'on avait dit sur le sujet du jour. C'était par rapport à la réglementation qui était en train de changer et comment cette réglementation donc du LMNP va, si on est positif, optimiste, va impacter le secteur de la location courte durée et ne va finalement pas tant toucher que ça ceux qui se sont professionnalisés. Pourquoi on peut dire ça aujourd'hui ? Moi, je trouve que du coup, nous, on a une activité, la location courte durée est une activité professionnelle pour nous. Donc du coup, avec tout ce qui va avec, et pour nous, c'est complètement normal du coup d'avoir une réglementation qui va dans ce sens. Enfin, c'était un peu abusé, je trouve. Hein. C'était un peu abusé d'avoir les avantages du particulier en LMNP et d'avoir du coup des rendements et puis une activité professionnelle avec le Airbnb. Il fallait au bout d'un moment que ça se mette en place, je pense. Enfin, c'est mon point de vue. Ça s'équilibre, tu veux dire ? Ça s'équilibre, voilà, parce que bon, c'était clairement pas juste. Il faut dire ce qui est, voilà. Du coup, ce que disait encore, je la cite, hein, parce qu'il faut redonner à César ce qu'il y a à César. Élise, du coup, disait que elle pensait que du coup, ça allait du coup, cette réglementation en faveur du coup des professionnels de la location courte durée. Et moi, je la rejoins. Oui, et puis comme toujours, ça va nous permettre d'épurer un petit peu le marché. Et ça fait pas de mal en fait. C'est ceux qui se professionnalisent pas vraiment et qui se disent finalement j'avais pris un appartement du nu, je l'avais passé en location courte durée parce que c'était plus intéressant, mais j'ai pas vraiment envie de m'en occuper parce que voilà, c'est énergivore et tout ça, et que finalement avec ces nouvelles réglementations ils se reposent la question, ils recalculent à le repasser en location longue durée, donc finalement ça va être un petit peu épurer le marché et c'est pas plus mal. En fait, là, ce qui va changer, c'est une question d'abattement déjà. Enfin, voilà, il faut dire ce qui va changer, c'est l'abattement qui passe de 50% en LMNP à 30%, il me semble. Si ton logement n'est pas... sauf si tu es étoilé ou ça passe de 70% si classé, à 30%, voilà. Du coup, passe au réel. Voilà, j'ai envie de te dire, passe au réel. Il fallait faire dès le début même, du coup. Moi, dès le début, j'étais au réel. Tes frais de notaire, les agences, les amortissements de ton bien, etc. Enfin, c'est direct réel, voilà. L'abattement, c'est la simplicité. Bon, pas que, parce que du coup, il y a des gens qui auront intérêt à être à l'abattement aussi. Hein. Une fois que tu as amorti ton bien et tout, il faut mieux passer à l'abattement. Voilà, c'est comme ça.
as la question de la plus-value également qui va être réintégrée. Du coup, tu es professionnel, dans les sociétés, tu réintègres ta plus-value, les SCI, etc. C'est comme Ouais, ça. tes abattements Voilà. sont réintégrés dans Tes le calcul amortissements de ta sont plus-value. réintégrés au Oui, calcul de ta tes plus-value. amortissements, Voilà. pardon. Oui, tu fais as une activité de professionnel, donc du coup, voilà, c'est normal pour moi. Et si après, les communes, en fait, ils vont avoir un peu plus, pas de contrôle, mais de vue sur ce qui se passe dans leur ville, enfin dans leur commune. Ça, j'ai vu ça aussi. Ouais, Donc, tu mais es alors obligé ça, de déclarer ton logement. Oui, en même c'est un temps, tu point déclares ton logement, c'est normal. que tu évoquais au début et sur lequel je voulais rebondir. Tu vois, là, tu me tends la perche. C'est de dire, il y a des études qui montrent que Airbnb n'a pas d'impact sur le marché de la location. Euh, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Ce qui est vrai, c'est que dans 95% des villes, ça n'a pas d'impact. Par contre, dans le 5% des villes où ça a un impact, c'est monstrueux l'impact que ça a. Enfin, et c'est nocif. Et je pense que cette législation qui arrive, cette nouvelle réglementation, elle a pour vocation à rééquilibrer les endroits où justement c'est déséquilibré pour redonner la main et anticiper les zones où ça pourrait se dérégler. Mais il y a plein de communes en France, et ça, il ne faut pas le retirer, où Airbnb, et on va être plus généraliste, la location saisonnière, la location courte durée, est un, est un petit poumon dans l'activité économique, dans le tissu Bien sûr. économique, en attirant des visiteurs, en attirant des touristes de passage, des professionnels, parce qu'il n'y a marcher pas une l'économie. demande suffisante pour mettre un hôtel, parce que sinon il y aurait un hôtel, faut pas rêver, mais que 2-3 Airbnb dans un village, des fois ça redynamise un peu le village, ça redynamise les visites autour, ça redynamise les petits commerces, et que ça, les maires, ils vont pas les empêcher. Donc c'est vrai que si on se met dans les zones extrêmement tendues comme le Pays Basque, ou parce que c'est la première qui me vient en tête, mais il y a d'autres villes en France Les où bords de mer. bord de mer, même des métropoles où notamment les logements étudiants qui se prêtent extrêmement bien à la location saisonnière ont été cannibalisés pour la LCD. Oui, on comprend que finalement, c'est con d'avoir une université pour attirer des étudiants et de ne pas pouvoir les loger. Donc voilà, mais il y a plein de villages et c'est pour ça qu'il faut rester optimiste parce que moi, c'est ma vision du truc. Hein. Après, vous me dites si j'ai complètement faux, mais voilà, moi je trouvais que c'était aussi un retour du salon, c'est de se dire, ok, il y a des villes où c'est problématique, mais il ne faut pas généraliser ces villes Ouais, mais problématiques à l'ensemble de la France. je sais pas si c'est avec toi qu'on avait parlé ou avec Thomas. Je crois que c'est avec Thomas, on en a parlé. Et je partage son point de vue. Il me disait si c'était pas aussi cher aussi les bords de mer ou les métropoles et d'avoir des studios à 200 000 balles pour faire 600 euros de loyer, personne n'achetait. Enfin, là, aujourd'hui, on fait de la location courte durée parce que c'est rentable et que ça nous permet aussi de gagner un petit cash flow. Sinon, personne n'achèterait. Et du coup, ces appartements-là, en fait, ils seraient vacants. Enfin, comment ça se passerait là, il y a des gens qui les achètent parce que du coup, ils peuvent faire de la rentabilité avec la location courte durée. Si demain, on devait passer tout en longue durée à ces prix-là, il n'y aurait plus d'acheteurs. Et là, ça serait un écroulement pour moi du marché de l'immobilier en France. Oui, sur les petites surfaces. Bien sûr. Personne Notamment. ne pourrait acheter. Personne. Lauriane, tu voudrais rajouter un truc? Ouais, parce que effectivement, personne pourrait acheter, mais il y a aussi certains secteurs où les prix ont augmenté parce qu'il y a de la location courte durée. Et le prix au mètre carré a augmenté à cause de ça. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il faut voir. C'est ça, il faut tout prendre en compte. Ouais. Samy, du côté de chez toi, c'était le Oui, cas. c'est vrai que ça a monté énormément à cause de la location courte durée. C'est vrai qu'il y a ce point-là. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Et donc, pour revenir sur le sujet, finalement, la réglementation va permettre aussi peut-être de favoriser les exploitants qui sont professionnels, qui appliquent des process, et que demain, toi, tu es pro, tu as 3, 4 locations, tu as des bons résultats, tu as des bons process, tu as tout ça, même si le maire de ta commune, il a plus de levier pour autoriser ou interdire, si tu y vas en disant non mais moi voilà les résultats que j'ai, et qu'en fait tu arrives quasiment avec une vision d'hôtelier, hein, tu as une vision professionnelle, c'est quasiment une vision d'hôtelier, je pense que ton projet, comme à la banque, il est tout de suite plus intéressant parce que tu sais le valoriser auprès de la personne que tu vas rencontrer. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une vision stable, en fait. Ce qu'aujourd'hui, dans la location courte durée, c'est que c'est instable.
ça change tout le temps. Et les réglementations, on le voit, évoluent. Et comment tu veux avoir du coup une vision à long terme sur ton activité si tous les 4 matins, ça change voilà. Alors, je te dirais que tu as ça presque dans tous les business. Avant, j'étais grossiste Non, en cosmétique. Ah, si, quand tu tu as es en beaucoup de société et business. que tu as moi, je suis pas d'accord. Quand tu es en société et que tu as un marché, je sais pas, j'ai pas Alors d'idée moi, là, les mais différents business que j'ai fait, alors j'ai peut-être fait que des business où ça change, mais dans les cosmétiques, quand j'étais avant, tu as des choses qui changent et manque de bol, il faut que tu changes tes compositions des cosmétiques parce qu'il y a des nouvelles interdictions, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a oui, ça. Quand j'étais avec la ferme, l'alimentaire, c'est le bordel sans nom, l'élevage des animaux, la culture et chaque année, tu as des trucs qui changent et chaque année, il faut que tu t'adaptes, sur des mmh, absurdités ou des choses ouais. qui ont réel besoin et dont il faut faire, quoi. Mais je crois que chaque business, à chaque fois, c'est jamais un long fleuve tranquille. Tu as toujours à t'adapter et là, on pourra rajouter, ce que Maxime nous dit à chaque fois: «Quand il y a pas de problème, il y a pas de business». Mais c'est ça, c'est pas que les clients le problème, c'est toute une législation, c'est plein de choses qui changent en permanence, en fait. Mm. Ouais. Et donc chaque business est souvent impacté, tu vois, regarde un boulanger, tu as une guerre, sa farine, le prix du blé a explosé, faut qu'il s'adapte, c'est la merde, le prix du gaz a explosé. Donc c'est tout le temps, tu as tout le temps autre chose ou sinon, tu as une crise, vous l'avez pas connue, moi j'ai connu la crise en 2008 où ça a été un bordel sans nom On pour était bien réussir trop à jeunes. mais voilà, tu étais dans tes couches toi. Mais 2008, c'est la Et puis on a crise. choisi nos études vraiment, vraiment bien par rapport à cette crise avec Samy. Nous, c'est du bac. Voilà, tu vois, moi, c'était 10 ans avant le bac. Mais pour le coup, tu as toujours autre chose quand tu as un business. Je pense pas que c'est que par rapport à la LCD. Alors oui, la LCD avec peut-être les clients, c'est un petit peu plus et encore. Non, je crois par rapport aux autres business que j'ai fait, non, c'est t'es chef d'entreprise, il faut être c'est l'adaptabilité, Mm. ton maître mot, quoi. Ouais, mais Tout le temps. tu vois, dans un secteur, un marché qui se structure, je pense que ces fluctuations pourront alors, ne pas être aussi nombreuses, je ne pense pas, mais par contre, pour être mieux gérées. C'est-à-dire que dans un marché qui se structure, tu peux savoir à qui t'adresser pour comprendre les fluctuations. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire appel à quelqu'un Mmh. qui va venir adapter sa compétence par rapport à tes problématiques marché. On parlait ça des logiciels, mais on peut parler aussi des comptables. On peut parler des juristes. Non, mais quand tu Non, as et un mais juriste qui fait de l'immobilier classique et qui découvre la location courte durée, en fait, il va devoir quasiment tout redécouvrir. Un avocat un fiscaliste, mais qui ne connaît pas le LMNP et le LMP, va falloir qu'il se plonge et qu'il adapte. Mmh. Et tu n'auras d'où le peut-être fait pas de bien forcément tester le meilleur conseil. avant, un truc Oui. tout con, hein, mais d'où le fait de bien tester avant, les personnes avec qui tu vas travailler. Alors Mm. je dis ça, mais j'ai quand même changé souvent de comptable ou autre. Mais déjà juste lui demander à ton comptable quand tu vas le voir, les différents types d'amortissements selon tu as les amortissements du bâti, tu as l'amortissement Du terrain. des mobiliers que tu achètes dedans, tu Mmh. as différents types d'amortissements. Si là il bug, tu sais que tu vas déjà aller voir plus loin. Mais outre, d'où le besoin, ce qu'on a dit au début, peut-être qu'on a un syndicat et qu'un syndicat soit fort et que ce syndicat aussi nous rassure quand il y a des nouvelles législations. Je pense que là où on a peur et on a toujours un peu l'impression d'être jeté dans le vide, c'est que comme c'est pas vraiment encore structuré comme il faudrait, t'as pas la petite newsletter du syndicat qui va dire oui, il y a ci, il y a ça, mais vous inquiétez pas parce qu'on va ou prenez-le comme ça, tu vois, la nouvelle législation, voilà comment il faut la prendre. T'entends tout et rien sur les réseaux Mmh. et Tout se c'est contredit. compliqué. Mm. Tout, ouais. Mais Et je aujourd'hui, pense les que porte-paroles sont les formateurs ou les influenceurs Ouais. sur Internet. En fait, il n'y a pas vraiment de branche d'organisation. Enfin, Ça et les groupes, et je vois les gens vont sur des groupes poser des questions et mmh. sur une question, tu as 4-5 réponses différentes. Quand tu étais dans l'agriculture, tu avais un syndicat comme ça? Oui. Ouais, alors tout FNSEA, non, c'est bon, hein, ciao. Ouais. Mais non, non, Ouais, il mais y a nous on des était bons et en des bio. moins bons, ça veut dire. C'est ça, c'est ça. Non, mais après, t'as des regroupements de professionnels Oui. comme toi dans la com, Samy, je sais pas si tu avais vu, Mmh. enfin s'il y avait ça là où tu es, Oui. mais moi, il y a des groupements en fait d'agences Oui, oui. qui justement partagent l'actualité. Quand je travaillais en grande distrie, c'est pareil, tout le monde discute entre eux. Et c'est pas parce que tu es concurrent que tu discutes pas, et qu'au contraire, même en étant concurrent, et c'est ce qu'on disait sur un épisode sur le réseau, c'est important de se regrouper, même entre concurrents,
Parce que quand on partage les actus, quand on partage, alors pas forcément les bons plans, pas ce qui va faire la valeur de ta valeur ajoutée, mais partager un bon plan, une information, ça permet de circuler plus vite, de tuer les idées reçues et les fausses idées et d'aller directement sur les bonnes informations. Et c'est en ça que la structuration et la professionnalisation du secteur vont permettre à tout le monde de s'élever vers le haut, et ceux qui ne vont pas se professionnaliser ne vont pas pouvoir profiter de tout ça. Ceux qui ne vont pas avoir de réseau n'auront pas l'information et choses comme ça. D'ailleurs, Lauriane, tu voulais dire... Non, parce que moi j'ai un truc à dire du coup par rapport à tout ça. Par exemple, ici, nous on a une conciergerie qui est au CLF également. Donc là, c'est le réseau des conciergeries de France. Et elle me disait, moi, mon but ici, c'est d'aller du coup porter la voix de la location courte durée dans notre ville pour que du coup je puisse du coup leur donner moi mon point de vue, le point de vue de la profession, parce qu'en fait je pense qu'il y a des communes qui ont peur en fait, et comme ils n'ont pas de recul par rapport à ça, ou ils n'ont pas de, et ben en fait ils vont se faire leur propre interprétation de tout ça. Et ce qui se fait que des fois il peut y avoir des interdictions, etc., pour des choses qui sont pas forcément en plus justifiées. Que si tu organises, tu vas voir les communes, tu organises par exemple peut-être pas des apéros, mais voilà des moments privilégiés avec avec, comment on appelle ça là, les Même élus, les offices de élus, voilà, les élus, leur expliquer un peu la location courte durée dans leur commune, ce que c'est, ce que ça représente, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour pouvoir améliorer les choses, et de les impliquer en fait dans tout ça. Je pense que du coup, on arriverait encore une fois, à la professionnalisation de l'activité. Et d'où le fait de ne pas être seul, même juste dans son secteur, pas au niveau national, et de se fédérer pour réussir. Parce que des fois, seul, tu as un peu peur d'inviter les élus, tu as un peu peur de faire quelque chose. Mais quand tu es à plusieurs, tu n'as plus peur et tu organises un truc chouette. Voilà. Je vais faire un parallèle. Là, il y a peu de temps, j'ai couru un semi-marathon, hein. J'en parle, je me la pète. Non, mais ce qui était hyper intéressant, c'est que dans la communication des organisateurs, ils expliquaient, donc ils remerciaient leurs partenaires, choses comme ça. Mais là où je fais le parallèle avec la location courte durée au niveau local, c'est qu'eux étaient en capacité de mesurer le nombre de personnes qui étaient venues, comment ils font des enquêtes et tout ça. Et surtout, ils font les retombées économiques. Et ils indiquent qu'en fait, avec tant d'investissement de la force publique, ou pas, hein, parce que eux, justement, ils disaient que la force publique investissait peu parce qu'ils avaient beaucoup de partenaires, ils disaient que les retombées économiques sur le secteur du semi et du marathon étaient 10 fois supérieures à tout le budget qui était mis. Et en gros, ils arrivaient à dire, les gens, ils restent à dormir, ils viennent 2 nuits dormir, ils mangent entre 1 et 2 fois au restaurant. Et en fait, vous voyez quand on bloque la route pour courir, mais en fait, derrière, tous les acteurs locaux, ils profitent de cette route coupée pour vendre un peu plus de repas. Et ça, on le fait hors saison, donc on dynamise le secteur grâce à cet événement, on arrive à dynamiser sur un week-end. Oui. Et donc finalement, si tu avais un groupe local qui arrivait à dire, nous, en fait, la location courte durée, il y a ces X chambres, on attire chaque année X milliers de voyageurs, et on a calculé que ces X milliers de voyageurs qui venaient, en moyenne, ils mangeaient un repas au restaurant, ils dépensaient en moyenne 20 €, et c'est X milliers d'euros qui retombent dans les poches des restaurants grâce à la location courte durée sur notre secteur. Et donc ça permet aussi à un élu de constater l'impact sur le dynamisme local. Donc voilà, ça peut être, c'est une des clés dans la présentation aussi de son activité. Il n'y a pas que j'ai fait dormir tant de gens. C'est ça, exactement. Tout ce qu'il y a à côté. Complètement d'accord. Bon, je pense qu'on va éviter un énième épisode fleuve, un petit épisode pour cette semaine. Ouais, 1 heure, c'est bien. C'est pas mal. Non, hein. Moi j'aurais rajouté quelque chose parce que vu qu'on fait un petit retour sur ce salon et qu'on parle de professionnalisation, je me suis rendu compte qu'on a tous les trois la tête dans le guidon avec le podcast, et que nos auditeurs, quand ils sont venus sur notre stand, qui sont venus nous voir et tout ça, donc ils connaissent bien le podcast, mais souvent ils savent pas ce qu'on fait à côté, et ils sont venus nous dire mais ok, vous avez le podcast, mais qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous faites à côté et tout ça. Et c'est ce qu'on s'est dit un peu off tout à l'heure, en disant que mince, là on n'était pas très, très bon là-dessus, qu'il fallait qu'on s'améliore vraiment. Mais c'est clair, tu vois, pour le coup, moi j'ai la formation Follow BNB qui est sortie, et j'ai des gens qui sont venus sur le stand en disant « Oh Lauriane et tout, super le podcast, quand est-ce que tu sors la formation, on l'attend ».
Elle est sortie. Mais Rappelle-nous ce effectivement. que c'est Follow BNB, Lauriane, parce qu'on a tous les jours de nouveaux auditeurs. Et ben voilà, t'as vu, je suis mauvaise. On est mauvais, merci. Mais non, Follow BNB, c'est ma formation pour apprendre à gérer vos réseaux sociaux quand vous faites de la location courte durée, et d'autant plus quand vous avez un site de réservation en direct. C'est très important d'avoir des réseaux sociaux, parce que le site de réservation en direct est un peu froid et impersonnel, même si on met des belles photos de l'appartement et tout ça, mais n'empêche que souvent les personnes qui vont venir dessus, vos prospects, vos futurs clients, vont avoir un peu peur, savent pas, ils sont moins rassurés que sur une plateforme comme Airbnb ou Booking, et en allant voir vos réseaux sociaux, eh bien ça les rassure de voir l'envers du décor, de voir qui vous êtes, de voir ce que vous faites, ce que vous mettez en place, et donc c'est très important à mettre en parallèle pour booster sa location en direct. Et pour le coup là, je vous refile le bébé pour parler site internet, hein. Bah, alors juste avant, Vite fait. pour donner un petit élément quand même sur toute la valeur ajoutée qu'il y a dans la formation Follow BNB, il faut bien savoir que Lauriane y a mis tout ce qu'elle sait, toute son expertise. Plus de 6 mois de boulot presque à temps plein là-dedans. Et cette expertise, si vous voulez en avoir la preuve, vous n'avez qu'à prendre la page Instagram d'Esprit BNB et vous regardez la progression qu'elle a depuis la création. Et derrière, c'est que Lauriane qui fait qu'appliquer ces concepts. Et on voit aujourd'hui, vous êtes plus de 2500, j'ai pas regardé le dernier décompte. Pratiquement 2500 à l'heure où on parle. 2500 à nous suivre. 450 000 vues. Enfin. Voilà, c'est énorme. On peut toucher jusqu'à 150 000 comptes dans un mois, en 30 jours. C'est énorme. Et ça, c'est le travail que fait Lauriane au quotidien. En quelques mois, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est en quelques mois et avec une progression fulgurante, quoi. Enfin. Et j'ai appliqué bêtement ce que j'ai mis dans la formation. Hein. C'est juste de la rigueur et quelque chose à mettre en place, quoi. Donc, on vous enverra toutes les informations et vous les retrouverez en description de l'épisode. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça avant, il y a des gens qui peuvent se dire oui, mais réseaux sociaux pour ma location courte durée, ça vaut pas le coup. Eh bien si, on a des clients, nous avec Maxime, qui ont boosté du coup leurs réseaux sociaux. Ils ont des comptes à 1500 abonnés en quelques mois, hein, parce qu'ils en ont plusieurs également. Voilà, on voit de qui on parle, Maxime. Et grâce à ça, en fait, ils arrivent à faire 30% de réservations en direct. Et 30% de réservations en direct, c'est combien? C'est énorme. Oui, c'est énorme. Non, mais on avait calculé que ça pouvait être jusqu'à 1000 € de commission économisée. Pour mois. Un de nos clients, on avait calculé c'était entre 1000 et 1500 € de commission économisée. Par mois. Par mois. Oui, et quand on dit commission économisée, c'est pas forcément aussi l'idée, c'est que le client va économiser des commissions et c'est peut-être des upsells qu'on peut vendre en plus au client. Donc ça fait du chiffre d'affaires direct en plus pour nous. Hein. Tout à fait. Et je voulais rajouter un truc sur le Airbnb, sur le Instagram, mais je finis par me perdre. Tu vois, 1 heure d'épisode, après je suis fini. C'est ce qui vous permet d'actualiser votre image aussi. Si vous avez un site de réservation en direct, vous aurez vos annonces seront actuelles, les photos, tout sera mis à jour, mais ce n'est pas aussi actuel qu'une story que vous auriez mis à la une, qu'une publication pour parler de l'événement qui arrive ou qui est passé. Voilà, ça c'est ce qui montre que vous êtes aussi en vie, que vous êtes réactif, qu'il y a quelqu'un derrière. C'est le seul moyen de créer du lien avec ton client. Et voilà, vous créez du lien. Et voilà ce que je voulais ajouter, c'est comme dirait un de nos invités qu'on a reçu au tout début de ce podcast, qui nous disait: moi, j'ai besoin de convaincre qu'un client par jour. D'ailleurs, c'est pas la peine d'avoir un Instagram avec des millions d'abonnés pour remplir votre calendrier de réservation en direct. Si vous faites 30%, c'est plus que 100 nuits dans l'année. Vous avez un client à convaincre tous les 3 jours. D'ailleurs, vous avez vu son Instagram là, du coup, tout ce qu'il fait maintenant. Donc, c'est Apart Capsule, Mehdi, parce que on parle de plein de gens, mais ceux qui viennent, c'est Mehdi d'Apart Capsule et c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mettez Apart Capsule sur Instagram, vous allez le trouver direct. Et là, en ce moment, il est en train de faire des courts-métrages dans ses appartements à thème. C'est juste dingue ce qu'il fait. Donc, il a une bonne équipe comme lui. Ouais. Lauriane, on compte sur toi pour le taguer sur cet épisode. Oui, t'inquiète, je le tag à chaque fois. Bon, et puis Lauriane nous a lancé gentiment la perche par rapport aux réservations en direct. Esprit BNB, c'est aussi, on est accompagné par Macomimo, l'agence marketing et de communication qu'on gère avec Samy, et où on vous propose des sites de réservation en direct que vous pouvez connecter à votre channel manager pour ouvrir un canal de réservation en plus des plateformes. On a déjà expliqué que c'était essentiel de ne pas être présent que sur Airbnb,
mais c'est aussi très intéressant en termes de rentabilité et d'indépendance d'avoir son propre site de réservation. Et quand je parle d'indépendance, je ne parle pas uniquement envers les plateformes, mais je parle aussi envers les channels. Et donc d'avoir un site de réservation qui est à la fois indépendant des plateformes, mais aussi du channel manager qu'on peut monter, sur lequel on peut intégrer n'importe quel channel manager, c'est essentiel. Ça vous permet bien évidemment de prendre vos réservations en direct, de maximiser votre rentabilité, mais aussi d'assurer la pérennité de votre activité dans le temps, puisque vous constituez votre propre base de données de clients et vous pouvez créer ici votre propre image. Et dans le cadre d'une professionnalisation, vous avez votre propre business. Et là, vous n'êtes pas, c'est pas le business Airbnb et vous profitez de la manne Airbnb. C'est vous avez votre propre activité avec votre propre marque et vous êtes indépendant. Alors, je rajoute juste une petite chose avant de conclure, parce que moi, c'est comme ça que j'ai connu Samy, c'est parce que j'avais besoin d'un site internet. Et c'est pour ça aussi que je suis venue vers vous. Ce que j'aimais, c'est que quand tu vas voir, j'ai fait souvent des sites internet pour mes différentes entreprises, quand tu vas voir un développeur, tu es obligé de tout lui expliquer, tout ton business. Et c'est long jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il fasse un site avec une ergonomie qui fonctionne par rapport à tes clients. Ce qui est chouette en venant chez vous, c'est que vous connaissez la location courte durée, vous connaissez la sous-location, vous connaissez la conciergerie, et pour le coup, vos sites internet sont d'office adaptés à ce mode de fonctionnement-là. Oui. Voilà, ça c'était le petit plus. Merci Lauriane pour le clin d'œil, parce que oui, c'est effectivement le retour qu'on a. C'est contrairement à un développeur, il n'y a pas besoin de nous expliquer pendant 1 heure votre activité, on la comprend, on la connaît. Et nous, derrière, on peut vraiment aller sur de la valeur ajoutée et faire des préconisations propres à la location courte durée et vous proposer des services vraiment adaptés. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la professionnalisation. C'est que plus le secteur va se professionnaliser, plus les acteurs qui interviendront dessus seront spécialisés et pourront, en fait, plus le secteur se professionnalise, plus les acteurs qui interviennent dessus pourront travailler de manière efficiente et se spécialiser. Parce que jusqu'à présent, le marché n'était pas assez mature pour avoir des acteurs qui puissent travailler uniquement sur la location courte durée et donc étaient obligés en fait d'avoir, c'était une activité annexe, et donc quand c'est annexe, c'est pas forcément développé à 100% pour ça, et ça intègre pas toutes les subtilités. Donc voilà. Donc l'objectif à la fois d'Esprit BNB, de Follow BNB ou de Macom.imo, c'est d'être parfaitement adapté à la location courte durée, aux problématiques du secteur, et puis de participer à cette professionnalisation. Et il n'y aura peut-être pas que ça aussi, hein. On aura peut-être aussi un podcast privé un jour, on aura peut-être aussi des ateliers doucement. préparés. Donc, ce qui va sortir, c'est des ateliers sur le site espritbnb.com pour on des en a déjà enregistré 2 ateliers vidéo. C'est des ateliers thématiques pour vous accompagner sur on peut dire les thèmes d'ailleurs. Vas-y Samy, comme ça vous lui mettez la pression parce que c'est lui qui nous finalise les pages web, parce que c'est lui qui donc bien sûr il y a du coup l'atelier Instagram avec Lauriane du coup qui nous présente un peu du coup comment il est possible d'optimiser une page Instagram pour la location courte durée. Atelier de combien de temps à peu près? Écoute, je sais plus, je crois qu'il fait 40 ou 50 minutes. 40 ou 50 mais parce que la formation est tellement longue à côté. Voilà, mais il fait 50 minutes, il me semble. Et ensuite, on a atelier technique de vente pour les conciergeries Airbnb. Ça, je te laisse en parler, Maxime, tu en parleras mieux que moi. Et c'est un atelier qui dure 2 heures, qui arrive très vite et qui permet de structurer tout le parcours de vente pour les conciergeries. On sait que vous êtes professionnels et experts de l'opérationnel, mais certains nous ont remonté des difficultés pour la prospection et pour transformer un prospect en client. Et donc l'idée, c'est de vous accompagner sur la structuration de toute la partie commerce avec des étapes claires pour vous guider dans tout le parcours avec des techniques, parce que la vente, il y a des techniques. C'est pas que du feeling, même s'il y en a un petit peu, mais quand on a les techniques, le feeling vient. Donc voilà, cet atelier de 2 heures, il reprend toutes les étapes du parcours de vente pour vraiment avoir un guide et se dire ok, je commence comme ça, je passe par là, je fais ça, et ça me permet au moins d'avoir des étapes et de savoir où je vais pour maximiser le taux de transformation de ces rendez-vous. Et quant à moi, je vais préparer bientôt l'atelier SEO, référencement naturel pour vos locations courte durée. Il faut que je le prépare. Du coup, il est en préparation. En gros, c'est comment positionner soit sa conciergerie Airbnb, soit son site de sous-location, soit sa location courte durée en général sur Google pour que du coup, vous puissiez maximiser la visibilité de celui-ci.
Voilà. Celui-là, Donc, il va être très demandé. Hein. il y a plein Samy, de techniques qui existent, Allez, dont Samy. Google My Business, enfin, ce qui s'appelle plus Google My Business, hein, c'est les fiches Google maintenant. On verra comment créer la fiche Google My Business, on verra comment utiliser Google Search Console, on verra comment utiliser Google Analytics, comment utiliser les outils de SEO tels que Uber Suggest par exemple. Enfin voilà, il y aura plein. Et ils vont trouver tout ça où, les gens, alors? Il faut s'inscrire à la newsletter. On mettra tout dans la newsletter. Vraiment, c'est important. Sur les ateliers. Et on spamme pas en Airbnb. plus. On envoie une newsletter de temps en temps. On spamme pas. On envoie une newsletter dès qu'il y a de l'info pratique. Voilà. Plus l'information pour les épisodes chaque Voilà, semaine. exactement. Et Faut pas que vous le ratiez. Voilà. Bon, et ben écoute, ça va ce petit mot pour conclure. Je m'étais noté de vous rappeler de vous inscrire à la newsletter, ce qui est fait. Je me suis noté aussi de vous rappeler de laisser une évaluation 5 étoiles. Je l'ai dit en intro, mais je le répète, c'est essentiel pour faire remonter la visibilité du podcast. Ça, c'est pour les algorithmes, mais les notations 5 étoiles, c'est surtout pour nos petits cœurs à nous, parce que clairement, vous nous envoyez des grands coucous et des petits boosts et des grands boosts d'énergie pour qu'on cherche toujours des sujets, des intervenants de qualité. Donc, merci à ceux qui l'ont déjà fait et merci en avance à ceux qui le feront. Je pense que j'ai tout dit. J'ai plus qu'à vous inviter à nous écouter la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'Esprit BNB et vous remercier à nouveau pour aujourd'hui. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bye Salut, bye. bye bye. Quelle conclusion pitoyable.